Bonjour à toutes et à tous. Ça tombe mal, l'une des pires journées de la semaine et ça va pas s'arranger. Regardez les prévisions météo d'Evelyne Delia qui nous annonce de la pluie cet après-midi encore sur le nord-est où il n'y a plus qu'un seul département en alerte aux inondations, l'Aube, où un village a dû être évacué hier. On ira là-bas tout à l'heure. Un peu de pluie aussi de l'Aquitaine au Massif central. Des averses sur le nord-ouest, surtout de la Normandie au Pas-de-Calais avec du vent sur les côtes pour arranger ça. Un petit peu de soleil quand même, mais seulement près de la Méditerranée. Les températures commencent à baisser dans l'ouest. 17 degrés cet après-midi à Cherbourg, 18 à La Rochelle, 18 à Langres. C'est plus doux dans le sud, 24 à Lyon jusqu'à 25 à Nîmes. Mais demain, ça va baisser fortement partout. En tout cas, 2 jours fériés au milieu de la semaine, le plus long pont de l'année pour beaucoup de Français qui essaient quand même, quel que soit le temps, d'en profiter. Dans un camping de Hondscott, dans le nord, Marion Fiat et Thierry Chartier. La pluie s'est mise à tomber sur le camping depuis ce matin. Alors au mobil-home des Guillemins, Chouchou et Nounou, comme on les appelle ici, on a décidé aujourd'hui de prendre son temps. Arrivé hier pour 5 jours, ce pont de mai a comme un avant-goût des grandes vacances. Peu importe la météo, le programme, ce sera comme d'habitude. Oui, ça fait plaisir parce qu'en plus, ça amène plus de monde dans le camping, donc c'est plus agréable, quoi. On peut se réunir au bar, on discute, c'est sympa. Un petit peu de bricolage, et puis après de la balade, on ira faire peut-être un tour à la mer. Drôle de temps pour se balader en peignoir. Mais Edith, qui ne loupe jamais une occasion de venir au camping, brave la pluie pour se mouiller à la piscine, car ici tout est prévu et la baignade est tout aussi agréable. On a l'impression d'être en vacances, on travaille encore, donc on est en vacances, quoi. Pour ce pont du 8 mai, le camping du Pré-Joli a fait le plein. On prévoit moitié beau temps, moitié pluie. Mais les habitués ne manqueraient ces 5 jours pour rien au monde. Jackie est niçoise, elle vient ici pour 6 mois. Et tant pis si le climat est un peu moins clément. Vous regrettez pas d'être partie de Nice quand on voit le temps ? Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Pourquoi ? À notre âge, le beau temps, c'est plus tellement utile. Ce qu'on recherche, c'est plutôt la convivialité, voilà, les amis qu'on n'a pas là-bas. Un temps de chien, mais du temps quand même, 5 jours pour en profiter. Et la météo, ça ne va certainement pas gâcher la vie de ces campeurs. Et dans le nord, c'est dans le cœur qu'il est le soleil, comme chacun sait. On reparlera tout à l'heure du week-end, mais d'abord un jour férié aujourd'hui pour commémorer la victoire contre l'Allemagne le 8 mai 1945. Cérémonie, comme chaque année, ce matin à Paris. Le président de la République a déposé une gerbe au pied de la statue du général de Gaulle, puis accompagné par le président polonais François Hollande, a remonté les Champs-Élysées pour la traditionnelle cérémonie sur la tombe du soldat inconnu. Autour de lui, bien sûr, sur les Champs-Élysées, il y avait la garde républicaine qui est montrée du doigt d'ailleurs aujourd'hui même par un rapport de la Cour des comptes. Près de 3000 hommes et un coût estimé à 280 millions d'euros chaque année. C'est trop, estime la Cour des comptes. Faut-il pour autant remettre en cause cette unité prestigieuse, l'un des symboles de notre République ? Michel Izard, Guillaume Aguerre. Les symboles parfois fastueux de la République retiennent l'attention de la Cour des comptes, mais ils attirent toujours autant le regard du public. Il y a des économies à faire ailleurs plus que sur des cérémonies, quoi. Je veux dire, là c'est quand même quelque chose d'officiel. On doit absolument conserver ces traditions parce que ça représente quand même la France. Parce que ça parle, ça dit des choses, les chevaux, la garde républicaine. C'est important de garder une bonne république. Pour beaucoup, les costumes, la musique, c'est une histoire, un patrimoine. Ça fait partie de la France et si on supprime tout comme le 14 juillet et le défilé, la France ne ressemble plus à rien. Je ne sais pas ce que ça coûte, je ne sais pas par rapport au compte, par rapport à quoi, j'ai aucun élément pour juger. Donc je ne peux pas juger, je ne jugerai pas, je trouve que c'est beau, c'est bien, c'est un beau symbole, c'est tout. En temps de crise, peut-être mettre ça un peu de côté et puis le reprendre après quand tout va bien. Et la pompe républicaine séduit aussi les étrangers. Très 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 joli. Keep it, this was... Gardez-le, nous dit ce Néo-Zélandais. C'est une tradition. C'est beau. Cela n'a pas de prix. Gardez-le. Et pour parodier la chanson de Boris Vian, les gardes républicains auraient pu chanter « On n'est pas là pour se faire engueuler par la Cour des comptes, on est là pour défiler ».
Ça n'est qu'un rapport pour l'instant. Tout à l'heure, on reviendra bien sûr sur la cérémonie du 8 mai, mais d'abord, évidemment, le point sur les inondations. Un seul département encore en alerte aujourd'hui, je vous le rappelais tout à l'heure, l'Aube. Le pic de la crue de la Seine attendu cette nuit à 3 n'est pas arrivé, mais un peu plus au sud. 45 habitants d'un petit village ont dû être évacués hier soir. Il y avait au moins 40 cm d'eau dans les rues à Buchères. Louis Milano Dupont et Jean-François Monet. En Zodiac, c'est le seul moyen d'accéder à cet entrepôt. Avec les gendarmes, le directeur de cette société de transport est venu constater l'ampleur des dégâts. Hier après-midi à 4h, on était au niveau au-dessus des roues avant. Toute une structure qui est complètement inondée, avec des véhicules qui vont être à mon avis inutilisables. Et puis toute une marchandise qu'on a sur le quai, à mon avis, qui va être pareil inexploitable. Donc il y a des gros dégâts matériels. Tout un quartier de Buchères est toujours submergé, traversé par le courant. Une équipe de plongeurs de la gendarmerie continue de patrouiller et de vérifier que les maisons sont vides, accompagnés des habitants qui, eux, en profitent pour faire leurs premières photos. Il faut des assurances parce que ils veulent des preuves, ils veulent des trucs, les paroles, ils n'en veulent pas, ils veulent des... Et la maison est endommagée? Bah tout le seul, hein. Tout est foutu. Hein. Tout ce qu'il y a dedans, l'électricité, cumulus, enfin tout. Eux sont sous les eaux depuis hier. Ils essayent de limiter les ravages, mais le niveau est monté de 30 cm dans la nuit. Dans le garage, il y avait mon fils qui vivait dans le garage. Donc il était aménagé en cuisine, des chambres et tout. Il y avait tout. Avec sa petite fille. Bah là, il y a 1,10 m, 1,20 m d'eau à l'intérieur. Et on attend maintenant que ça sèche, quoi. Il n'y a plus que ça à faire. Si le quartier est sécurisé, le travail de surveillance continue. Impuissants, les habitants ne peuvent qu'attendre. Tous espèrent que le statut de catastrophe naturelle soit reconnu. Voilà, c'est très loin d'être terminé, ces inondations qui touchent des dizaines de villages. On refera le point ce soir à 20h. Un accident très spectaculaire et meurtrier la nuit dernière dans le port de Gênes, en Italie. Au cours d'une manœuvre où des moteurs seraient tombés en panne, un porte-conteneur a heurté une tour de contrôle du port de Gênes. Une quinzaine de personnes se trouvaient dans cette tour au moment de l'accident. Elles sont tombées à l'eau. Il y a 7 morts, 4 blessés et un disparu. Le maire a décrété une journée de deuil dans toute la ville. Et puis un mot aussi des 5 touristes français qui étaient portés disparus depuis dimanche soir près de Malte. Les corps de 3 d'entre eux ont été retrouvés. Le petit canot dans lequel ils regagnaient leur bateau ancré au large d'un restaurant aurait chaviré. La mer était mauvaise à ce moment-là. En France, une soirée difficile, très difficile pour des dizaines de milliers d'usagers de la SNCF hier soir. Tous les trains sur la ligne TGV vers Montpellier, Nice ou Marseille ont eu des retards d'1h30 à 2h, certains jusqu'à 4 heures de retard. En cause, un problème électrique en Saône-et-Loire. Reportage de Jean-Marie Delot, Christelle Steder et Basile Bonnet. Fatigués mais soulagés, ces voyageurs à la gare de la Part-Dieu sont pressés de sortir du train. Guère étonnant, car ils viennent de subir des retards de 1h30 à 4h selon les TGV. 3h30 de retard, donc avec les enfants c'est un peu galère. Mais bon, on a été à peu près informés dans les temps et il y avait plein de places dans le train, donc on a pu s'allonger, voilà. On nous a dit qu'il y aura 1h30 de retard, puis 2h, puis 2h30, puis 3h30. Oui, on nous dirait au début 3h30, nos amis ne seraient pas levés. Pour venir nous chercher, on aurait pris un hôtel. On le prend bien, on est arrivé quand même, on n'a pas passé la nuit dans le train, c'est pas mal déjà. Obligés de ralentir car les trains ont emprunté des lignes classiques à cause d'un problème électrique à proximité du Creusot. À l'arrivée, des enveloppes étaient remises aux passagers qui pourront se faire rembourser une partie du billet selon le retard. 75% par exemple pour 3 heures. En pleine nuit, des services d'autocar ont été mis en place par la SNCF. Bon, maintenant on va prendre le bus. Ça, c'était pas prévu au programme. Ah, tout ça, c'était pas prévu au programme. Et moi, on devait venir me chercher à Saint-Étienne. Et bien maintenant, je vais faire du stop. Non, mais finalement, on est pris en charge. Ouh là là, on part. La situation redeviendra normale au petit matin. La SNCF reste sur le pont de l'Ascension. 1,8 million de voyageurs doivent emprunter le train pour ce week-end. Eh oui, beaucoup de monde dans les trains pour ce pont du 8 mai de l'Ascension. Beaucoup de monde aussi sur les routes ce matin, comme on le voit sur ces images du côté de Montpellier, sur l'autoroute A9 tout à l'heure. Des images de Lucas Garcia.
Une journée comme hier classée orange par Bison Futé dans toute la France en attendant la journée rouge prévue pour dimanche. L'occasion de jeter un petit coup d'œil au prix des carburants. Ça tombe bien, ils ont continué à baisser depuis la semaine dernière. Le gazole en moyenne à 1,32 € le litre. C'est son tarif le plus bas depuis près de 2 ans. Même chose pour le samplon 95 à 1,52 €. Le 98, lui, revient à son niveau du mois de janvier à 1,58 €. Et à ce propos, on se demande toujours, surtout quand on part en vacances ou en week-end, pourquoi l'essence coûte plus cher sur les autoroutes. C'est la question conso du jour. Sur l'autoroute A7 près de Vienne en Isère, Jean-Marie Delot, Jean-Éric Gay. Les deux ont la même enseigne et nous avons effectué la comparaison le même jour. Cette station d'autoroute vend le litre de carburant une quinzaine de centimes plus cher que cet hypermarché de Vienne. Raison avancée, une grande surface de 5000 m² fait plus de marge qu'une boutique de 300 m² sur l'autoroute. Mais il n'y a pas que ça. Les stations et les ensembles commerciaux sont ouverts 24 heures sur 24. Et donc ça veut dire bien entendu plus de charges d'exploitation, plus de contraintes. Il faut ajouter à ça les contraintes de logistique pour amener le carburant sur autoroute qui sont tout autres de ce qu'on peut retrouver en dehors de l'autoroute. Et ça explique la différence de prix qu'on peut retrouver. Nous offrons des services gratuits et ça fait partie du cahier des charges de l'autoroute et de notre engagement, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais ces services, c'est par exemple une 50aine de toilettes, une dizaine de douches. Ajoutez à cela un bail de seulement 15 ans et un loyer élevé payé auprès des sociétés d'exploitation d'autoroutes. Voilà pourquoi l'essence est plus chère et que 85% des automobilistes qui s'arrêtent aux stations d'autoroute n'achètent pas de carburant. On sait pourquoi, mais ça ne nous console pas pour autant. Toujours à propos d'argent, de nombreux touristes qui vont visiter le pont du Gard sont obligés depuis quelques semaines de payer pour s'en approcher 10 €. Ça paraît cher pour des piétons. À Remoulins, Frédéric Bernheim et Lucas Garcia. Ah, mesdames, il va falloir prendre un petit ticket, parce que maintenant il y a une forfaitisation pour les piétons ou les vélos. 10 €, c'est le prix demandé aux piétons pour accéder au site du pont du Gard. C'est nouveau et pour ces marcheuses, difficile à admettre. Non, 10 € c'est trop cher, ça c'est une blague. Là. Alors je ne payerai pas 10 € pour aller voir un pont, même s'il est beau. Jusqu'à maintenant, piétons et cyclistes pouvaient accéder gratuitement à l'édifice. Mais depuis quelques mois, des chauffeurs de bus déposaient leurs passagers à l'entrée du site, puis les récupéraient après la visite, échappant ainsi au droit d'accès. Juste au droit de nos bureaux, les bus déchargeaient les visiteurs et continuent quelque peu à le faire. Le message s'est vite passé entre autocaristes en justifiant de leurs passagers qu'ils n'avaient pas à payer. Ces retraités arrivent du village de Remoulins à vélo. Tôt ce matin, ils ont échappé au contrôle à l'entrée du site, mais s'ils avaient dû payer, ils auraient sans doute fait demi-tour. Payer. Donc, ce sera, comme elle dit, ce sera réservé qu'à une catégorie de gens qui pourront payer. À ce moment-là, tout ce qui est dans la nature, il faudrait le payer. Regarder la tour Eiffel ou n'importe quel monument, non, je ne suis pas d'accord. Particularité du site, l'aqueduc n'est pas visible depuis l'extérieur de la zone payante. C'est le fleuron du Gard et c'est un des fleurons français. Il n'y a aucune raison justement de ne pas donner la possibilité aux Français de passer sur le site juste pour voir le pont, de le faire voir à leurs enfants et ce gratuitement. Les automobilistes payent 18 € par véhicule, quel que soit le nombre de passagers. Les habitants de la communauté de communes et bientôt l'ensemble des Gardois bénéficient quant à eux d'un accès gratuit toute l'année. Heureusement pour eux, tout ça nous a ramené à l'autre pont, celui du 8 mai de l'Ascension, qui reste gratuit. Les professionnels du tourisme en attendaient beaucoup après les vacances de printemps, qui ne sont pas tout à fait terminées, mais qui ont été bien moroses, y compris sur la Côte d'Azur. On en attendait beaucoup. Est-ce que les gens sont là? À Nice ce matin, Lucie Robert, Didier Laborde. En mai, il y a ceux qui font le pont et les autres soulagés de travailler. Enfin, après un printemps très maussade, ces jours fériés amorcent le début de la haute saison pour les professionnels du tourisme. Nous sommes bien remplis à partir de ce soir et puis pendant tout le week-end. Ensuite, les ponts sont un peu combinés avec le Grand Prix de Monaco et le Festival de Cannes, donc on va avoir un très bon mois de mai. Affluence tout aussi prometteuse en terrasse, les vacanciers sont nombreux à profiter de ce calendrier très avantageux. J'ai rajouté l'IRTT qui me restait pour finir les 2 semaines complètes. Ça rallonge bien les vacances, ça fait une pause. Et on déguste de très bonnes choses. Des clients qui font ce qui leur plaît, une aubaine pour les commerçants. Au niveau budget, c'est des gens qui sont beaucoup moins regardants. C'est pas comme quand on part en vacances pour un mois qu'on est obligé de gérer un budget. Là, c'est vraiment du j'ai envie, je fais, donc il faut le faire. Hein. Mais pour un début de saison réussi, reste une condition sine qua non. Si on a la chance d'avoir du beau temps, c'est un bon mois, mais le tout c'est d'avoir le soleil avec nous. Et jusqu'ici, tout va bien.
Ah, c'est magnifique, on est arrivé hier soir, on va rien faire, on va lire des journaux, on va manger des fruits de mer ce soir. Vacanciers ou saisonniers, sur la Côte d'Azur, tout le monde devrait profiter de ce très long week-end. Toujours dans l'actualité des régions, autre chose, l'inquiétude des producteurs bretons d'échalotes traditionnelles. Ils subissent de plein fouet une forte concurrence étrangère, concurrence des Hollandais notamment. Ils vendent là-bas des échalotes croisées avec des oignons, on les appelle quand même des échalotes et ça énerve les Bretons. Du côté de Brest, Guénel Théo, Lionel Jaoui. Je vous mets combien une livre? Oui, oui. Des échalotes traditionnelles bretonnes aux côtés d'échalotes hollandaises hybrides, dont la qualité gustative n'a rien à voir avec les premières. Difficile parfois pour les consommateurs de s'y retrouver. Je ne savais pas qu'il y avait des hollandaises et des françaises et que les hollandaises étaient fausses en fait. Je sais que l'une est meilleure que l'autre, c'est tout. Alors là, je ne sais pas reconnaître une belle, une moins belle échalote. D'une française ou pas française? Ah non, je ne sais pas. Et c'est bien ce qui agace ce producteur d'échalotes traditionnelles, car les siennes, provenant de bulbes plantés à la main, se retrouvent concurrencées sur le marché par des échalotes hollandaises semées et non plantées, qui ne sont autres que des oignons. De plus, leur coût de production est beaucoup moins élevé que pour les échalotes traditionnelles, d'où son inquiétude pour la profession. Pour une exploitation comme la nôtre, ça cause du tort. Il est clair qu'on ne peut pas lutter lorsqu'on utilise 15 personnes pendant 15 jours, 3 semaines avec des gens qui vont semer ça à grande culture. On a perdu 30-40 centimes du kilo depuis le mois de décembre. En 2005, les producteurs bretons avaient pourtant remporté une première victoire. La Cour de justice européenne avait reconnu que les variétés hybrides étaient illégalement appelées échalotes. Aujourd'hui, ils attendent des explications et ne veulent pas en rester là. Nous sommes concurrencés par des oignons qui sont vendus pour des échalotes. Et c'est tout à fait anormal et nous demandons une compensation à ce niveau-là. À la fin du mois, plusieurs producteurs bretons iront réclamer justice à la Commission européenne à Bruxelles. La guerre de l'échalote reprend de plus belle. Autre région, autre inquiétude, voilà qu'on reparle du loup en Ardèche. Depuis plusieurs mois, les attaques de troupeaux se sont multipliées. Les éleveurs en ont assez, ils réclament des mesures pour être mieux dédommagés et surtout une meilleure protection pour le bétail. À Cellier-du-Luc, Gaël Charnet et Brice Gérès. C'est la bête noire des éleveurs ardéchois. Un loup, photographié pour la première fois il y a quelques jours, tout près de l'exploitation de Guillaume. Voilà, là c'est le coin où le loup a été pris en photo le 12 avril, à Spiège Photo. Un éleveur qui a déjà payé au loup un lourd tribut. 60 bêtes tuées en quelques mois. Il y a peu, il s'est même équipé de chiens, de filets de protection, mais n'y croit plus vraiment. C'est invivable. On ne peut jamais partir en vacances. La nuit, il faut se lever, faire des rondes pour ne pas attaquer. On va disparaître à la longue, c'est obligé. À quelques kilomètres, la ferme d'Alain, éleveur depuis 30 ans, est aujourd'hui à bout de nerfs. Chaque soir, il est contraint de rentrer ses 300 brebis pour les protéger du prédateur. Il avait été mordu, là, mais ça s'ouvre là, vous voyez. Et du coup, ça avait fait un abcès, et il a perdu l'œil. Chez lui, le loup aurait fait une trentaine de victimes, sans compter les blessés. On est obligé de se plier à une bête sauvage. Nous, paysans. On est obligé de surveiller nos brebis à cause d'un loup. Ça n'existe pas, ça. Depuis l'été dernier, des dizaines d'attaques ont été recensées. Et grâce à cette photo, la présence du loup dans le sud de l'Ardèche ne fait désormais plus de doute. C'est le retour du loup en France. Il regagne des territoires. Il commence dans les zones de montagne, mais il sera aussi en plaine. Le prédateur reste une espèce protégée. Les éleveurs réclament néanmoins des mesures fortes, plus d'indemnisation et surtout l'autorisation des tirs en cas d'attaque. Je reviens maintenant au 8 mai. Tout à l'heure, on a vu la cérémonie de l'Arc de Triomphe, journée de commémoration aussi en Grande-Bretagne. Bien sûr, on célèbre comme chez nous la capitulation allemande du 8 mai 1945. Et ce matin, la reine Elisabeth est sortie en carrosse et en grande pompe pour se rendre au Parlement britannique afin d'y prononcer son traditionnel discours du trône. Londres, où les Anglais n'apprécient pas du tout que la sculpture d'un coq soit exposée pendant 6 mois sur la place Trafalgar. C'est la place où on rend hommage à la victoire de Nelson sur les Français en 1805. Un coq qui choque là-bas. De Londres, Catherine Gentil de Cancode et Victor Lepoutre. La bataille de Trafalgar fait rage. Elle ne se déroule pas en pleine mer, mais en plein cœur de Londres. La cause du conflit est un coq bleu électrique qui sera exposé à côté de la statue de l'amiral Nelson. Petit problème, le gallinacé est le symbole de la puissance gauloise et justement, ce sont les Français qui ont tué le marin britannique en 1805, d'où le scandale. Même si ce sont les Anglais qui, à l'époque, avaient remporté la bataille.
C'est vraiment dingue qu'au centre de notre capitale, on ne puisse pas exposer un emblème britannique. On en a pourtant suffisamment. De toute façon, depuis qu'on est dans l'Union européenne, vous décidez tout pour nous. Le coq, qui fera plus de 4 mètres de hauteur, sera donc exposé place de Trafalgar, perché sur une stèle réservée à des sculptures qui changent tous les 6 mois. Ce petit garçon sur son cheval à bascule devra donc céder la place à l'emblème français. L'artiste allemande qui a créé le coq est une spécialiste animalière et elle explique pourquoi. Il ne s'agit pas seulement de reproduire des modèles, car en fait, les gens reconnaissent leurs propres traits de caractère à travers les animaux. Il faudra plus qu'une sculpture pour venir à bout de l'entente cordiale entre la France et l'Angleterre. Et rendez-vous donc à partir de cet été pour admirer le coq, qui est désormais le plus célèbre du Royaume-Uni. Une petite revanche quelques siècles après. Toujours à l'étranger, grosse opération de police ce matin en Belgique, en Suisse, mais aussi en France. 31 personnes interpellées dans l'enquête sur le fameux vol de diamants au mois de février sur le tarmac à l'aéroport de Bruxelles. On en revoit quelques images. 50 millions de dollars de diamants avaient été dérobés. Et puis on revient chez nous encore avec le 8 mai, les cérémonies du 68e anniversaire de la victoire sur l'Allemagne nazie. Cérémonie à Paris, on l'a vu, mais aussi partout en France, comme ici à Toulouse. Des images de Paul-Étienne Zahn avec des élèves de 5e originaires de Saint-Orens, près de Toulouse, qui ont chanté la Marseillaise devant le monument aux morts ce matin. Une deuxième guerre mondiale qui a, comme la première, laissé beaucoup de traces dans la plupart des régions. Dans l'Est, par exemple, la fameuse ligne Maginot. De nombreuses fortifications, on le sait, on y va de temps en temps, sont en ruine, mais d'autres sont restaurées avec des jeunes passionnés en Moselle, Romain Harry et Morgane Doux. Dans la forêt mosellane, seul le bruit de quelques outils vient parfois troubler la quiétude des lieux. C'est ici, au milieu des arbres, que sommeille l'abri X1, l'un des derniers forts de la ligne Maginot. D'en haut, non, on le voyait pas du tout. Quand on l'a récupéré, c'était vraiment la forêt. Partout ici, il y avait des arbres jusqu'en bas. Là, il y a des escaliers, on les voyait pas du tout. On a coupé des arbres, des centaines d'arbres. Les lieux ont été abandonnés pendant près de 60 ans, mais depuis quelques mois, ces jeunes se sont lancés dans la restauration. Ils sont lycéens pour la plupart, connaissent par cœur l'histoire de leur région. C'est François, 19 ans, qui assure la visite. Alors on entre ici dans le dortoir principal du fort, à des dortoirs de troupes qui servaient à accueillir donc 24 soldats. Les lits qui sont ici sont des lits d'époque, tout en acier. D'abord occupé par les troupes françaises puis allemandes, le fort pouvait abriter jusqu'à 150 soldats. Quelques traces de leur passage sont encore visibles, comme ces dessins, mais depuis la fin de la guerre, les lieux ont été plusieurs fois visités et pillés. Pour ces restaurateurs en herbe, la tâche s'annonce colossale. Chaque week-end, on y vient le samedi, des fois le dimanche. Dès qu'on a un moment de libre ou après les cours, si on a le temps, on vient et puis on bosse ici. Il faut montrer aux plus jeunes, à la prochaine génération, que ce qui s'est passé avant, il ne faut pas l'oublier. Et puis que les anciens, ils ont donné leur vie pour nous, quoi. Une fois les travaux terminés, l'équipe espère ouvrir les lieux au public et partager avec le plus grand nombre leur passion pour cette période de l'histoire. À propos de souvenirs et de mémoire, je propose maintenant d'aller dans les Alpes de Haute-Provence pour rencontrer un homme politique hors du commun. Autrefois, il a été le plus jeune maire de France. Aujourd'hui, quelques années après, il a 91 ans, il en est à son 11e mandat et il est le plus ancien maire de France. À Faucon-du-Caire, Sébastien Pouquet, Henri-Paul Amar. Il démarre au quart de tour. Le temps n'y a rien fait. Arthur Richier, doyen des maires de France, un jeune homme. Je suis né en 21, je ne vous dis pas mon âge, je suis né en 21, au mois d'octobre. Et vous avez toujours votre jardin? Oui. Et bien là-bas, vous voyez, je cultive mes asperges. Cultiver son jardin, quoi de plus normal pour cet agriculteur à la retraite? La recette d'optimisme a fonctionné. Toujours candide, Arthur, lorsqu'il récolte ses légumes. De rien faire, ça ne me fatigue pas. Hein. Je préfère, je me repose quand même de temps en temps, mais il faut se distraire, autrement on vient chaud. Et il n'y a pas tête plus solide que la sienne, installée sur ses épaules et sur sa commune de Faucon-du-Caire depuis 66 ans. Il tombe la casquette pour l'écharpe, appelez-le désormais Monsieur le maire. Et je vous ai dit que j'ai été élu le 17 octobre 1947. Vous n'avez qu'à faire le calcul. Le roi Arthur, l'indétrônable aux yeux des quelques 50 habitants du village.
Il a toujours le même enthousiasme en tout cas. On est fiers de lui. Hein. Ça a toujours été sa passion. Dites pas des conneries. Hein. Non, moi tu vois, je dis pas des conneries, je préfère les faire. Trêve de plaisanterie, rester au pouvoir aussi longtemps, en maîtriser toutes les arcanes, a fait des envieux au plus haut sommet de l'État. Bah oui, j'ai vu Chirac, j'ai vu le dernier, comme il s'appelait, Sarkozy aussi, quand je suis là à Paris aux Sources des Mers. Bah, il me demandait comment j'avais fait pour rester, mais j'ai dit parce que je n'aurais pas dit que j'étais honnête, mais parce que je me dévouais pour la commune, voilà. Jamais encarté dans un parti, Arthur, un homme politique d'exception, un dernier mandat pour la route l'année prochaine, il n'a pas encore dit non. Pourquoi pas un 12e mandat? En tout cas, chapeau, monsieur le maire. Coup de chapeau aussi à une association du département du Var. Elle collecte des bouchons en plastique pour acheter ensuite, grâce à l'argent récolté, des fauteuils destinés à des sportifs handicapés. Ça fait 11 ans que des bénévoles se donnent corps et âme à cette belle action. Entre la gare des Soliespont, Linda Huret et Julien Atoum. Sans lui, ils ne pourraient pas jouer au tennis. Leur fauteuil de sport, c'est un compagnon indispensable, réalisé sur mesure pour permettre à ses membres du Handi Club toulonnais de renvoyer la balle presque comme les valides.